La francophonie, c'est un monde de diverses cultures, c'est un mélange de mœurs, un assemblage d'idées. Quand a-t-elle commencé? Qui sont ses pionniers? Quels étaient ses objectifs premiers? Et quelle est son évolution? Eh bien, le numéro d'aujourd'hui est donc consacré à répondre à toutes ces questions et à d'autres que vous vous posez certainement. Ensemble, découvrons ce monde que nous partageons en commun. C'est au XIXe siècle que le géographe français Onésime Reclus invente le terme francophonie pour désigner les personnes et les pays qui utilisent la langue française à des titres divers. Un terme qui ne réapparaît que dans les années 60, quand plusieurs pays africains accèdent à l'indépendance. Aujourd'hui, la francophonie compte 56 États et gouvernements membres et 14 observateurs. Présente sur les 5 continents, elle représente un quart des États membres de l'Organisation des Nations Unies. Cette communauté internationale s'est constituée par étapes. À l'origine du mouvement, 3 pionniers, dirigeants politiques d'États indépendants de l'Afrique noire et du Maghreb, les présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Amani Diori du Niger et Habib Bourguiba de Tunisie. Ils seront rejoints par le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Militants infatigables, ils sillonnent les capitales francophones, plaident en faveur de la création d'une communauté plurielle ayant en partage la langue française dans le respect des spécificités culturelles. Ils réussissent finalement à transmettre leur enthousiasme et à faire adopter leurs convictions. La francophonie n'est donc pas, pour ceux qui ont lancé le mouvement, une aventure coloniale, une entreprise de conquête même culturelle. Il n'est pas question d'étouffer les langues et civilisations arabo-berbères, négro-africaines, indo-chinoises ou océaniennes. Une conférence ministérielle se réunit alors à Niamey, au Niger, pour définir les moyens de créer une organisation francophone pour la coopération culturelle et technique. 28 pays participent à cette réunion qui s'achève sur un accord de principe. Une vraie solidarité francophone sera organisée, engageant la responsabilité du gouvernement à partir de la conférence de Niamey. Le 20 mars 1970, l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ACCT, voit le jour. Elle regroupe 21 États et gouvernements, à sa tête le premier secrétaire général, le Québécois Jean-Marc Léger. Pour opposer aux puissances obscures les puissances d'immortalité, chaque homme se fonde sur une culture et c'est la sienne, mais pas sur elle seule. 3 ans plus tard, en 1973, se réunissent à Paris, à l'invitation du président Georges Pompidou, les chefs d'État des pays francophones d'Afrique et de l'océan Indien. Cette conférence au sommet est aussitôt institutionnalisée. Elle va se tenir tous les ans et accueillir de nouveaux participants, d'Afrique noire comme la Guinée-Bissau, l'Angola, le Cap-Vert et du Maghreb, le Maroc et la Tunisie. C'est ce forum franco-africain qui va servir de lieu de relance de l'idée d'un sommet des dirigeants de tous les pays francophones. Le 17 février 1986, à l'initiative du président François Mitterrand, se tient à Paris la première conférence au sommet des pays ayant en commun l'usage du français. La séance inaugurale a lieu dans le cadre de la salle des congrès du Palais de Versailles. Ce premier sommet est une réussite. Il réunit les représentants de 41 pays, dont 27 chefs d'État et de gouvernement. Les sommets se succèdent, ils ont lieu tous les 2 ans. Cette instance définit les orientations de la francophonie, adopte toute résolution nécessaire à la réalisation de ses objectifs, élit son secrétaire général et statue sur l'admission de nouveaux membres. Les sommets consacrent à chaque fois des thèmes qui mettent l'accent sur des valeurs et des défis à relever, tels que la diversité culturelle et linguistique, le développement durable,
l'éducation et les nouvelles technologies de l'information, ou encore le respect du statut international de la langue française. Le sommet de Hanoï en 1997 marque une étape décisive dans l'affirmation de la dimension politique de la francophonie. Boutros Boutros-Ghali est élu premier secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Le président Abdou Diouf lui succède en 2002 au sommet de Beyrouth. Je suis conscient du fait que par 2 fois, le destin, comme vous dites, m'a offert de perpétuer l'œuvre de Senghor, une fois sur le plan politique national, une autre fois sur un plan international dans une communauté qui a une dimension à la fois linguistique, culturelle, politique et économique. Et je tâcherai d'être à la hauteur et je suis sûr que son exemple et sa pensée m'inspireront constamment dans l'action que je vais mener. Grâce à la mise en place d'un nouveau dispositif institutionnel qui simplifie et rationalise les structures et les modes de fonctionnement de la francophonie multilatérale, l'OIF et son secrétaire général sont en mesure aujourd'hui d'élaborer une stratégie globale et à long terme. Une conférence ministérielle et un conseil permanent de la francophonie sont chargés de veiller à l'exécution des décisions arrêtées et de préparer le sommet suivant. L'Assemblée parlementaire de la francophonie assure, elle, un rôle consultatif. Pour atteindre les objectifs définis par les sommets, le secrétaire général peut compter sur le concours de 4 opérateurs directs: l'Agence universitaire de la francophonie, TV5, l'Université Senghor d'Alexandrie et l'Association internationale des maires francophones. Les chantiers de la coopération multilatérale francophone se développent dans des domaines de plus en plus diversifiés, comme la formation à distance et l'enseignement du français langue étrangère, la lecture et l'animation pour les populations rurales, le développement économique, en particulier le soutien à l'entrepreneuriat féminin, l'énergie et l'environnement, la production audiovisuelle et la presse des pays du Sud, la consolidation des états de droit et des processus démocratiques, l'utilisation du français dans les organisations internationales ou encore la concertation diplomatique aux Nations Unies. Les ambassadeurs francophones en poste ici sont vraiment très dynamiques, très déterminés. C'est au jour le jour, au quotidien, par une volonté politique très forte, qu'il faut essayer, chaque fois qu'il y a des dérapages, redresser. Parce que ça, ce n'est plus du domaine de la définition par le secrétaire général ou même par les chefs d'État, c'est dans l'action de tous les jours qu'il faut chaque fois dire attention, ce document n'a pas été traduit à temps en français. Il faut qu'on ait en même temps les 2 traductions en anglais et en français. Il faut que chaque fois qu'une réunion doit se dérouler en anglais sans interprétation, qu'on puisse dire non. Aujourd'hui, la francophonie, c'est aussi des rendez-vous culturels et sportifs et des fêtes populaires organisées sur les 5 continents, comme la Journée internationale de la francophonie qui célèbre le 20 mars, bien au-delà du monde francophone, l'universalité de la langue française. Comme le prix des 5 continents, qui depuis 2001 consacre chaque année le roman d'un auteur d'expression française. Ce prix contribue ainsi à la valorisation des contenus littéraires de la diversité culturelle au sein de la francophonie. Comme les festivals de cinéma de Ouagadougou, de Carthage ou de Namur qui attirent de très larges publics, ainsi que des professionnels du Nord et du Sud. Comme les francophonies en Limousin qui contribuent à faire découvrir, notamment au public français, le théâtre et les artistes des divers pôles de l'espace francophone. Comme les francopholies qui sont devenues le rendez-vous annuel incontournable de la chanson d'expression française. Comme les Jeux de la francophonie, organisés tous les 4 ans et qui se sont déjà déroulés au Maroc, en France, à Madagascar,
au Canada, au Niger et au Liban. Ces jeux associent le sport et la culture et représentent une véritable fête de la jeunesse, avenir de la francophonie. En 2010, la francophonie fête ses 40 ans. Un anniversaire placé sous le signe de la diversité au service de la paix. Que le 40e anniversaire de la Convention de Niamey soit l'occasion pour les francophones et les francophiles du monde entier d'affirmer fièrement leur identité dans la diversité, de renouveler leurs liens de solidarité, d'offrir aux fondateurs d'hier la francophonie d'aujourd'hui et de demain. Que l'inauguration de la Maison de la Francophonie marque le point d'orgue d'un long processus de maturation et de transformation et l'aube d'un avenir prometteur. Nous sommes les amis du monde, nous sommes sa famille, et dans la nuit profonde, un flambeau brille. Nous sommes les amis du monde, nous sommes sa famille, et dans la nuit profonde. Fin de la découverte, et pour un complément d'information, sachez que le 13e sommet s'était tenu à Montreux en Suisse et c'était en 2010. Le 14e, nous le savons tous, c'est notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo, qui est à l'honneur cette année pour accueillir la grande famille francophone. Justement, en parlant du 14e sommet, le théâtre des verdures à l'Institut des musées nationaux à Mongaliema, Kinshasa, est entré dans sa phase de réhabilitation totale. C'est là que sera donné le la des activités le 20 février, en marge du 14e sommet de la francophonie. Les travaux ont officiellement débuté le vendredi 10 février et ils sont le fruit d'un partenariat entre la plateforme Wato Balabala et l'Institut des musées nationaux. Suivez. C'est au travers de cette conférence de presse tenue à l'Institut des musées nationaux à Kinshasa qu'officiellement l'annonce du début des travaux de réhabilitation du théâtre des verdures a été faite. Il s'agit d'une réhabilitation complète qu'une entreprise de la place a la charge d'exécuter. À réhabiliter le site, ça veut dire la plomberie, l'électricité, le carrelage et puis, voilà, la peinture. Le besoin financier qu'il faut pour la réhabilitation de ce site est totalement supporté par le centre Wallonie-Bruxelles International qui préfère taire le coût total des travaux. Enfin, Kinshasa, grande ville du monde, aura une salle de spectacle à sa dimension, non seulement à sa propre dimension, à la dimension de sa propre ambition, mais aussi à la dimension de tous les talents qu'il y a dans ce pays. C'est fou les talents des artistes congolais. L'initiative qui entend restaurer ce lieu aussi bien artistique, touristique qu'historique est de la structure Wato Balabala en partenariat avec l'Institut des musées nationaux. Aujourd'hui, j'ai signé un partenariat avec le ministère de la Culture pour réhabiliter le théâtre de verdure, mais aussi pour l'animer. Et vous devez savoir, mon objectif à moi, c'est de redonner visibilité à ce site qui a été abandonné depuis 27 ans. Ce site, ne l'oubliez pas, a accueilli des grandes stars comme James Brown, Myriam Makeba, Manu Dibango, Johnny Hallyday, le seigneur Taboulé Rochero, Luambo Makiadi, des grandes stars internationales. Et je pense qu'il est de notre devoir de Congolais, d'artistes, d'opérateurs culturels, de faire revivre les espaces culturels congolais. Hormis le fait que ce lieu est chargé d'histoire et doté de beauté nécessaire pour attirer les touristes de tous bords, il est aussi tout indiqué pour transmettre aux jeunes générations la mémoire du peuple congolais, son histoire. Francophonie Actualité, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.